sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Alors, dans cette deuxième leçon qui aborde ce qu'on appelle la philosophie du travail, je voudrais entrer maintenant directement dans la discipline elle-même qu'on appelle philosophie du travail. Dans une première leçon, j'avais manifesté comment l'expérience du travail était importante et comment une philosophie réaliste devait partir de la description à travers l'histoire, je dirais à travers notre vie concrète, de la place importante que prend le travail. Place qui en temps est la plus grande, mais qui certainement, du côté de la structuration, donc du point de vue qualitatif, n'est pas la plus importante. La plus importante étant l'éthique, c'est-à-dire la relation à ceux que nous aimons, mais aussi la sagesse, le sens que nous donnons profondément à notre vie. Alors, y a-t-il une discipline philosophique particulière et qu'on pourrait appeler philosophie du travail? Je dirais que pour établir qu'il y a une nouvelle discipline particulière, il faut trouver si elle n'aurait pas un principe d'intelligibilité spécifique, différent d'autres principes d'intelligibilité et qui permettrait de fonder d'autres parties de la philosophie. Je rappelle qu'un principe, c'est ce qui structure l'intelligence. C'est comme un centre qui, quand on le comprend, permet de voir dans une harmonie tous les rayons qui partent de ce centre, à savoir les diverses activités liées, en l'occurrence ici au travail, mais ça peut être aussi dans la philosophie éthique, liée à l'activité morale, ou en politique à l'activité politique. Ce principe, certes, il permet d'éclairer l'intelligence, mais il est aussi une cause concrète. La différence entre principe et cause, c'est que le principe, c'est dans l'intelligence, c'est comme une lumière centrale, d'où part la compréhension de la matière, son unification. La cause, c'est dans le réel. Donc on peut dire que c'est la même chose, mais l'un, c'est par l'analyse qu'on le comprend, et l'autre, c'est simplement en expérimentant l'activité vitale. Alors avant de chercher s'il existe un principe et une cause d'unité du travail humain, ce sera l'objet de la deuxième partie de cette leçon. Je voudrais très concrètement regarder comment s'exerce l'activité pratique de l'homme. En effet, on le sent bien, lorsqu'on parle du travail humain, on n'est pas simplement dans une pure recherche de connaissances en vue de connaître, même si il y a là-dedans une dimension très épanouissante pour l'intelligence. Connaître pour connaître l'activité artistique, ça peut tout à fait se comprendre. Et certains ont développé la philosophie du travail de manière spéculative. Pourquoi pas? Seulement, et le Père Marie-Dominique Philippe là-dessus était tout à fait concret, réaliste. Il préférait développer l'activité du travail de manière pratique. Ça veut dire en vue de l'action, en vue du facere, en vue de ce que ces étudiants soient beaucoup plus capables de travailler bien. Travailler non seulement intellectuellement, mais travailler manuellement. Pédagogiquement, c'était très bien vu, parce que par l'analyse de l'activité artistique, il permettait à ces étudiants de concrètement se lier à l'expérience et de ne pas rester tout le temps dans la réflexion qui peut être purement dans la tête et telle qu'elle se produit dans les trois parties de la philosophie spéculative, la philosophie de la matière, la philosophie du vivant, la métaphysique. C'est pourquoi on peut dire que, en premier lieu, si une philosophie du travail existe et doit être développée pour elle-même, c'est une partie pratique de la philosophie. Donc elle ne sert pas simplement à connaître pour connaître, même si c'est une dimension fort épanouissante pour l'intelligence. Elle sert à connaître en vue d'agir. Et je dirais que
Lorsqu'on regarde notre vie pratique, on constate que toutes nos activités pratiques, je dis bien activités humaines, ça veut dire liées à un choix de l'intelligence, à une décision de la volonté. Je ne range pas dedans les activités obligatoires, comme par exemple le fait de dormir, qui sont plutôt des activités de l'homme et qu'on étudie dans une philosophie théorétique, en philosophie du vivant. Donc, ce qui implique l'intelligence et la volonté qui choisissent une action pratique, eh bien, peut être, comment dirais-je, trié en 3 parties. Et effectivement, tout ce qui a rapport avec notre activité pratique fera partie d'une manière ou d'une autre de ces 3 parties. La première partie, la plus, comment dirais-je, intense au point de vue qualitatif, c'est le rapport de l'homme avec un autre homme, avec une personne qui est face à lui. Une personne qui est quelque chose qui existe avant lui, qui est respectable, qui ne peut pas transformer. Je parle évidemment d'une personne adulte. S'il s'agit d'un enfant, il y a une part, évidemment, de transformation d'un enfant puisqu'on doit l'éduquer. Et là, c'est une part, finalement, de travail. Lorsqu'on est adulte face à adulte, dans une relation éthique, on peut dire qu'on n'est pas face à une œuvre qu'on transforme. Et donc, cela ouvre à une première partie de la philosophie pratique qu'on appelle la philosophie morale, l'éthique en grec. Évidemment, on n'est pas forcément tout le temps en rapport avec une personne humaine. La théologie naturelle, qui découvre l'existence d'un être premier, créateur de l'homme, créateur du monde, permet de poser une autre relation éthique, une relation éthique à Dieu, à l'être premier, qui n'est pas non plus une œuvre qu'on transforme. Mais on va avoir un comportement par rapport à la personne de ce Dieu découvert à travers sa création, un comportement éthique, et donc, dans l'éthique, cette philosophie pratique, il y aura une deuxième partie qu'on appelle l'éthique religieuse. Elle aboutit à une activité très concrète, comme l'adoration. On reconnaît que cet être premier est notre créateur, mais aussi la contemplation. On cherche à le connaître. On veut savoir quel est son projet sur nous. Il existe dans notre vie un autre domaine qui est très très proche de l'éthique, mais qui est aussi très proche de la philosophie du travail, parce qu'il implique les deux. C'est ce que j'appellerais la philosophie de la communauté ou philosophie politique. Lorsqu'on vit, non pas avec un autre humain qu'on aime, un ami, mais lorsqu'on est en communauté avec toute une série d'humains, on voit apparaître de nouvelles lois, des lois de groupe. Ce ne seront plus des lois simplement d'amour, d'amitié, très libres entre 2 personnes, mais il apparaîtra des lois de civisme, un comportement qui doit respecter les autres, une manière de s'habiller, etc. Il y aura aussi du travail qu'on fera en commun pour mieux, vivre, et donc pour qu'un certain bien qui est commun à tous soit établi. Eh bien, cette autre partie de la philosophie, qui est l'homme face à une communauté d'hommes, on l'appelle la philosophie politique. Et puis, il y a ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Lorsqu'un homme, un être humain adulte, est face à une matière, quelle qu'elle soit, une matière qu'il veut transformer parce qu'il porte en lui un projet, eh bien, il n'est pas du tout dans le même rapport que quand il est face à une personne adulte. Comme je le disais, une personne adulte, qui a sa propre liberté, on ne la transforme pas. On la prend telle qu'elle est, on la respecte. Tandis que s'il s'agit de marbre, eh bien, avec un burin, on va transformer peu à peu cette pierre pour en faire une statue. Donc il y a bien un rapport nouveau, choisi, libre, d'un homme face à une matière qu'il transforme en vue d'aboutir à une œuvre. Eh bien, ce rapport pratique nouveau, c'est lui qui va fonder une partie spécifique de la philosophie qu'on appelle philosophie du travail. Alors, j'ai manifesté comme ça simplement l'existence de 3 parties de la philosophie, je dirais, pratique. Cependant,
si je veux pousser les choses plus scientifiquement, comme je l'avais indiqué juste avant, eh bien, pour qu'il y ait partie spécifique, il faut qu'il y ait principe d'intelligibilité propre. Eh bien, c'est le cas, on le constate. Par exemple, lorsque je me mets face à une autre personne, une personne que j'aime, une personne qui est mon ami, eh bien, toute l'activité que je vais avoir par rapport à cette personne-là, elle a une unité qui provient d'un principe que je comprends tout à fait, mais aussi d'une cause réelle dans la vie. Ce principe, évidemment, qui va provoquer que, par exemple, si cet ami ne me connaît pas encore, donc c'est plutôt moi qui l'aime, je vais prendre des moyens pour savoir si cette personne serait digne d'amitié. Je vais, si elle est digne d'amitié, si elle est libre, la choisir, donc y mettre mon intention. Dire, je mets mon intention de vie pour arriver à créer un amour d'amitié avec cette personne que je trouve digne de cela. Je vais prendre des moyens pour arriver à l'aborder. Éventuellement, si c'est une jeune femme, parce que je suis un jeune homme qui cherche à se marier, pour la séduire. Et ensuite, si elle est d'accord, si elle répond réciproquement, qu'on aboutit à un amour d'amitié réciproque, je continuerai sans cesse au cours de ma vie de faire grandir l'amour d'amitié à travers des intentions, des actions, un comportement qui respecte tout à fait sa personne. Eh bien, tout ce que j'ai décrit ici, quel est son principe d'unité de compréhension? Qu'est-ce qui motive toutes les actions? Eh bien, c'est simple. C'est l'ami en question. Tout ce que j'ai fait, prendre des moyens, me renseigner, prendre conseil, etc., n'a qu'un seul but qui finalise toute l'action, la gérer, l'action morale. C'est la finalité qui est l'ami recherché. Donc il y a bien une activité avec un principe d'intelligibilité qu'on va appeler en philosophie ma finalité. C'est la fin, le bien désiré qui devient ma fin, qui est le principe d'intelligibilité de l'activité éthique, et qui concrètement, dans ma vie pratique, va motiver toute mon action morale. Si je ne trahis pas cette jeune femme à qui on s'est promis réciproquement fidélité, c'est bien à cause de cet unique principe, de cette cause, à savoir elle, que je ne peux pas lui faire ce que je ne voudrais pas subir moi-même, que je ne peux pas la traiter comme une œuvre qu'on prend, qu'on jette, qu'on reprend plus tard, etc. Non, elle est infiniment respectable, elle est une personne libre. Donc il y a bien un principe d'unité, de l'intelligibilité de cette matière particulière qu'est l'éthique, et une cause pratique. Je peux faire exactement le même raisonnement en ce qui concerne la philosophie politique. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, une classe complète reste ensemble à suivre des cours et agissent ensemble correctement pendant 2-3 ans, vivant leur scolarité? Eh bien, ce n'est pas forcément l'amour d'amitié entre eux. S'ils n'avaient pas été dans la même classe, certainement qu'ils ne se seraient jamais fréquentés. Il y a un bien qui leur est commun. Ce bien, c'est le fait qu'ils apprennent quelque chose à l'école. Ils vivent en communauté pour apprendre autour de divers professeurs des choses. Et ce bien commun, eh bien, ils doivent le respecter. Donc si quelqu'un dans la classe fait sans arrêt le bazar, empêche de recevoir les cours, toute la dynamique de la classe va consister à se dire, est-ce que le bien commun, c'est l'apprentissage des cours? Ou est-ce que c'est le fait de se faire bien voir dans le groupe qu'on forme? Si le bien commun, c'est le travail, cette personne qui fiche le bazar sera mise en dehors du groupe. Elle n'est pas en rapport avec le bien commun. C'est ce qui se passe dans les bonnes écoles où on veut travailler. Et si le bien commun, c'est plutôt un effet de groupe, des copains, on s'amuse ensemble, on passe le temps, alors, je dirais que tout le monde suivra le meneur pour fiche le bazar dans la classe, parce que le bien commun, c'est simplement le plaisir d'être ensemble. Et c'est ce qui se passe dans certaines écoles de banlieue où il n'y a pas d'autorité pour apprendre. En tout cas, pour qu'une communauté subsiste, il faut un bien commun. Et c'est là le principe d'intelligibilité de toute la philosophie politique, mais c'est aussi la cause concrète qui fait que les communautés restent. Quand la fin de l'année arrive, que les cours sont plus donnés, la classe se disperse. Et là, on est surpris de voir qu'en réalité, on était des copains, on n'était pas vraiment des amis.
puisqu'on ne garde pas contact avec des personnes, parce que le bien commun qui nous faisait nous réunir tous les jours n'est plus là. Si le bien commun avait été l'amitié, donc l'un et l'autre, on a confiance profondément, comme personne, donc c'est quelque chose d'éthique. Alors, l'année scolaire étant terminée, et tout au long de la vie, on se serait fréquenté, on se serait donné des nouvelles, etc. Donc on le voit, la politique n'est pas l'éthique. Elle a un autre principe qui est moins, je dirais, moins fort, moins unifiant, mais qui fonde une philosophie particulière. Et donc, il faut se demander maintenant si c'est la même chose pour la philosophie du travail. Ça veut dire, est-ce qu'on doit développer une philosophie du travail prise pour elle-même? Est-ce qu'elle a son principe d'intelligibilité propre, l'activité artistique? Alors, pour répondre à cette question, le plus simple est de partir d'un exemple concret, ou même de plusieurs exemples. Je vais d'abord prendre un exemple d'une activité artistique ou de travail utilitaire. Imaginons par exemple que je veuille construire une sorte de terrasse, une sorte de toit au-dessus de la terrasse. Donc, au départ, j'ai réfléchi. J'ai vu qu'il y avait une terrasse qui était faite sur le sol et que ce serait bien pour ma famille qu'il y ait au-dessus une sorte de balcon qui serve à la fois de toit et qui permette d'accéder au premier étage où il y aurait une vue. Donc je le vois, tout part d'une réflexion. On réfléchit précisément à ce qu'on veut faire. Et cette réflexion, et là je sors de l'activité éthique, de l'activité du travail, évidemment, elle est finalisée par le fait que je veux faire plaisir, par exemple, à ma femme, à mes enfants. Donc il y a quelque chose qui me motive, qui est éthique dans le projet utilitaire en question. Alors, pour réaliser mon œuvre, je vais regarder à quoi ressemble ma maison, quel est son style, est-ce qu'elle est en brique, est-ce qu'elle est en pierre, et puis ensuite sur Internet, je vais chercher des images de toutes sortes de choses, de terrasses du même genre, qui pourraient me donner des idées. C'est une phase de réflexion, mais aussi d'inspiration, parce que je ne cherche pas seulement l'utilitaire, mais je cherche aussi une beauté à cette œuvre que je veux réaliser. Et finalement, à force de m'être renseigné, d'avoir fait des choix dans le matériau en fonction de 2 critères. La solidité, donc il faut que ce soit quelque chose qui tienne, il ne s'agit pas d'avoir un accident, mais aussi la beauté, le rapport avec la région, avec l'esthétique, etc. Je vais aboutir à un projet. J'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Ce projet, je peux le dessiner sur une feuille, ça donne un plan. Mais en tout cas, même si je ne l'ai pas décidé sur une feuille, je l'ai forcément dans ma tête. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'appelaient les latins, ils appelaient ça l'idea, c'est-à-dire l'idée de ce que je veux faire, de l'œuvre que je veux produire. Et ensuite, je ne peux pas me contenter de l'idée. Si je reste à rêvasser avec mon idée, on ne peut pas dire que c'est véritablement un projet d'ordre du travail. C'est plutôt un rêve velléitaire. Non. Une fois l'idée bien précise, je vais passer à l'acte. Ça veut dire qu'il y a des techniques que je ne connais pas. Je vais devoir me renseigner sur la manière dont on fait du ciment. Si la terrasse en question est en briques, il faut que je me renseigne sur la meilleure façon de faire les piliers de cette terrasse. Avec quelle proportion de ciment? Il ne doit pas s'effriter au cours des années. Donc je vais choisir mes matériaux, je vais choisir mes outils, je vais prendre conseil s'il le faut auprès de professionnels, et je vais commencer mon œuvre. Et là, je vais être confronté à la complexité. La matière résiste. Mais ce qui me motive, ce qui est central, c'est que le projet, je veux y aboutir. Donc en fonction de la résistance de la matière, je vais pouvoir changer à un moment donné. Par exemple, si je fais un pilier que je croyais être joli, mais qui se révèle trop large, je recommence. Je fais un pilier plus petit, plus fin. Des arcades, pourquoi pas. À chaque fois que j'avance dans le travail, j'ai toujours une réflexion critique sur l'œuvre. Et cette réflexion critique, elle se fait en fonction du projet que je porte dans ma tête, ou même que j'ai écrit sur le plan.
Si par exemple il s'avère que les piliers ne sont pas véritablement verticaux parce que je ne sais pas me servir d'un fil à plomb, eh bien je vais devoir travailler, casser mon travail, le recommencer pour aboutir à quelque chose de vertical. C'est évident qu'un pilier tordu, ça ne va pas aller. Et enfin, à force de travail, la finalité qui me motivait, l'œuvre, elle apparaît, elle naît, elle sort de mes mains. Et je lui mets sa finition, par exemple le balcon qui est au-dessus, avec du bois particulier qui résiste au temps. Cette activité, elle est partie donc d'un projet que j'ai réfléchi, et elle aboutit à une œuvre dans laquelle je me repose en la contemplant avec ceux qui m'entourent, qui vont la trouver belle ou qui vont la trouver laide. En tout cas, il y a un terme à cette activité. Si je prends un autre exemple cette fois, un exemple d'une activité purement liée à la beauté. Par exemple, je veux réaliser un tableau qui me plaît, d'un paysage qui va, dans mon inspiration, exprimer le désir d'infini, d'éternité. Eh bien, de la même façon, je vais constater que je vais commencer par réfléchir à des expériences artistiques que j'ai eues. J'ai pu voir parfois des ciels qui m'ont donné une sorte de plaisir esthétique, une contemplation. Et c'est ce plaisir-là que je veux retrouver dans l'œuvre que je vais réaliser. Donc, évidemment, je vais réfléchir comment mettre ce ciel ou cette mer qui m'avait touché, qui correspondait à ce que je voulais exprimer, sur une toile avec de la peinture. Je vais réfléchir, je vais éventuellement regarder des photos, et si je suis quelqu'un qui est véritablement artiste, je vais sortir de ma propre imagination l'œuvre que je vais réaliser. C'est ce qu'on appellera l'inspiration. Et cette inspiration, lorsqu'elle atteint l'expérience esthétique que j'avais faite, elle est source de plaisir. Je retrouve le plaisir que j'avais eu en contemplant quelque chose qui m'avait déjà donné cette impression d'infini. Lorsque le plaisir est atteint et qu'elle correspond à un projet que je porte dans ma tête, je peux dire que mon inspiration a abouti à une idée. Une idée. Cette idée-là, elle est encore là, comme tout à l'heure dans le projet utilitaire, et c'est elle qui va être au centre de mon œuvre, que je vais ensuite me mettre à réaliser. Donc de la même façon que tout à l'heure, je vais devoir choisir des outils, mais aussi tel type de peinture, des matériaux. Si je choisis de la gouache c'est terne quand ça sèche. Si je choisis de la peinture à l'huile, c'est beaucoup plus brillant, mais c'est difficile à utiliser. C'est pas la même technique et je n'y connais rien. Donc je vais prendre conseil de la même façon et je vais me mettre à la réalisation. Le travail est extrêmement complexe. Je n'ai aucune expérience de la peinture. À chaque fois que j'ai réalisé un bout d'œuvre, je vais la critiquer comme tout à l'heure. La critiquer par rapport au projet que j'avais et qui est toujours celui qui me porte. Donc je m'éloigne, je m'avance, je regarde si en contemplant cette petite œuvre que j'ai commencé à faire, le plaisir de l'expérience artistique que je porte dans mon projet, dans mon idéat, je le rejoins déjà un peu. En général, il y a forcément, comment dirais-je, une déception, parce qu'un ciel infini dans sa réalité, c'est pas pareil qu'un ciel mis sur une toile avec de la peinture à l'huile. N'empêche que je tends à chercher à atteindre cette expérience esthétique que je porte dans mon idéat. Et ce n'est que lorsque je l'ai atteint que j'estime ne pas pouvoir faire mieux, que l'œuvre, j'estime qu'elle est terminée. Ce qui en général, en ce qui concerne une œuvre esthétique, donc la recherche du beau, n'est jamais entièrement satisfaisant chez un artiste. L'inspiration, l'expérience artistique étant beaucoup plus forte que tout ce qu'on peut, comment dirais-je, obtenir avec ces pauvres moyens que sont de la peinture. Alors on le voit, que ce soit une activité utilitaire ou une activité liée au beau, qui sont deux activités de travail. J'ai transformé une matière dans les deux cas. Je pourrais prendre de la même façon l'expérience d'une activité intellectuelle, et pourquoi pas la prendre d'ailleurs, je crois que ça serait très utile, pour bien comprendre de quelle manière j'entends le travail. Donc imaginons, par exemple, que je veuille donner un cours
un cours qui soit reçu par des élèves de manière à ce qu'ils comprennent le mieux possible une matière? Eh bien, je vais procéder de la même façon. Je vais commencer par réfléchir au plan de ce cours que je veux donner, un plan structuré, de manière à ce que l'intelligence des élèves se structure aussi. Ça les aide pédagogiquement. Je vais réfléchir aussi à des exemples qui pourront illustrer, parce que je sais très bien pédagogiquement que l'abstrait se comprend moins facilement que le concret, et que l'abstrait se comprend par le concret. Les idées ayant été jetées sur le papier, j'aboutis à un projet. Ce projet, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, le projet pour la terrasse, le projet pour l'œuvre de peinture que je voulais faire. Et ensuite, je vais passer à la réalisation. Le problème, c'est que la réalisation, elle se fait face à un public qui peut réagir, ou alors, comme maintenant, face à une caméra. Et là, c'est obligatoirement un cours magistral, parce qu'il n'y a pas de réaction interactive. Et donc, en fonction des circonstances, du public, de sa réaction, je vais modifier mon plan. En fonction aussi de l'idée qui suit son fil dans un cours magistral, le plan sera peut-être légèrement modifié, un développement se fera. Mais l'essentiel, c'est que le plan, s'il était bien fait, s'il était pédagogique, c'est lui qui va critiquer tout au long de mon cours son intelligibilité. Et donc à un moment donné, si j'ai fait une digression trop forte, mon inspiration première, le plan que je veux suivre, va me faire retourner sur les rails du cours. Et là, j'ai un cours structuré. Si jamais un professeur se laisse sans arrêt prendre par les apartés, par les questions des élèves, et ne retombe jamais sur son plan, eh bien son cours va être anarchique. Un petit peu comme une œuvre d'art qui n'aurait pas de projet, qui n'aurait pas de structure. Et on le voit parfois dans les œuvres d'art moderne où on se contente de jeter de la couleur comme ça. Et on regarde si ça donne après un effet. Donc il n'y a pas véritablement de projet à l'origine de l'œuvre. Alors, dans les 3 exemples que j'ai indiqués, on voit apparaître toute une série d'activités diverses. Je pourrais les citer. Il y a donc l'expérience artistique, la contemplation artistique ou la contemplation utilitaire, un mécanicien qui contemple une voiture particulièrement bien faite, des pièces particulièrement bien rangées. Il y a véritablement une expérience de contemplation. Elle est source de plaisir pour lui, c'est son domaine. Il y a une contemplation artistique chez un peintre, chez un musicien qui entend l'œuvre d'un autre musicien. Par exemple, on se souvient de Mozart, qui avait pu se souvenir, touché qu'il l'avait été, par une œuvre interdite de publication, Allegri, et qu'il l'avait tout de suite revenu chez lui, réécrit, note après note. Il y a ensuite, après la contemplation, une réflexion artistique qui aboutit à un projet, une idéa que je veux réaliser. Lorsque cette idéa est là, je choisis des moyens pour réaliser l'œuvre vers laquelle tend cette idéa. L'idéa porte en elle le désir de se réaliser dans une œuvre. Il y a un aspect critique. Je critique sans arrêt la réalisation concrète en fonction de l'idéa que je porte en moi. Et enfin, j'aboutis à l'œuvre, qui est le terme dans lequel je me repose si véritablement elle réalise l'idéa que je portais en moi. Qu'est-ce qui unifie cette diversité d'activités? Quelle est dans le concret de mon expérience la source d'unité de tout cela? Est-ce que c'est l'œuvre, qui n'existe pas encore mais vers laquelle je tends? On pourrait dire qu'elle a véritablement une place, effectivement, puisque c'est elle dans laquelle je me repose une fois qu'elle est réalisée. Cependant, à la différence de l'activité éthique, où l'ami, qui est la finalité, qui finalise mon activité, est réelle et présente devant moi, l'œuvre, elle n'existe pas. Et donc, elle ne peut pas, en tant que telle, finaliser. Il y a donc quelque chose qui, avant l'œuvre, finalise, porte l'œuvre et aboutit à sa réalisation. Est-ce que c'est le choix des moyens? Bien sûr que non.
On choisit les moyens en fonction de quelque chose qui est avant. Est-ce que c'est l'inspiration, donc cette réflexion, pleine de plaisir quand c'est l'activité vers le beau? Ben, je dirais non. L'inspiration elle-même, lorsqu'elle reste purement inspiration, expérience esthétique, elle n'aboutit pas à une œuvre. On se contente de contempler. Lorsqu'elle aboutit à quelque chose qui va donner une œuvre, son effet, c'est donc l'idéa, le projet. C'est bien le projet artistique qui porte tout, qui est central. C'est le projet qui est le fruit de la contemplation artistique et de l'inspiration. Et c'est le projet qui motive le choix des moyens, qui motive toute l'activité pour aboutir à l'œuvre. C'est le projet qui porte en lui le désir de se réaliser dans une œuvre. Ce projet artistique n'est donc pas simplement un simple rêve onirique. C'est quelque chose qui produit de l'efficacité. Et donc je dirais que s'il y a une cause qu'on constate expérimentalement de toutes les activités artistiques que je fais, ce sont ces fameux projets, ce qu'on appelle ces idéas. Et de même, en philosophie, si on veut déterminer qu'il y a une nouvelle discipline philosophique, que j'appellerais philosophie du travail, est-ce qu'elle a un principe qui lui est propre? Ben, je dirais oui. Ce principe, c'est la cause exemplaire que je porte en moi et qu'on appelle l'idéa, l'idée, le projet artistique. Ce que j'ai dit tout de suite, ce que j'ai décrit au cours de cette longue description de 3 expériences artistiques, lorsque je découvre que le principe et la cause d'unité, c'est le projet, c'est l'idéa, j'ai procédé par une induction. En réalité, j'ai décrit toute une série d'effets, un comportement qui choisit des outils, qui passe à l'acte, qui détruit son tas de briques parce qu'il ne correspond pas à ce qu'il voulait faire. J'ai décrit une œuvre qui était aboutie. Tout ça, tous ces effets, m'ont permis de remonter à une cause qui portait ces effets. Et cette cause, c'est ce qu'on appellerait la cause exemplaire en l'occurrence. C'est-à-dire l'exemplaire que je porte en moi et qui provoque les effets en question, et qui est le projet qui est dans mon intelligence et dans ma volonté. Donc, puisqu'il y a un principe spécifique qui est irréductible au principe de l'éthique, tel que je l'ai décrit et tel que je le verrai dans l'analyse de l'activité morale un peu plus tard, qui est tout à fait différent du principe qui unifie une communauté humaine et qui est le bien commun, que je verrai aussi un peu plus tard. C'est donc qu'on a bien une discipline particulière qu'on appelle la philosophie de l'art. Cette discipline est différente de l'analyse de l'activité morale. Elle est différente dans l'analyse, même si concrètement, comme je l'avais montré tout à l'heure, dans la vie des gens, on travaille principalement, en tout cas dans le travail utilitaire, pour ceux qu'on aime. On peut analyser l'activité du travail pour elle-même, indépendamment de cette dimension éthique. Elle a son propre développement, un développement qu'on voit particulièrement bien chez les artistes du beau, ou chez les grands artisans, ceux qui réalisent des œuvres utilitaires nouvelles. Ils le font véritablement par passion de leur œuvre, et quelquefois indépendamment de leur activité éthique. C'est plutôt le travail de type pénible qu'on doit subir, qu'on fait dans un caractère éthique parce qu'il faut bien le faire, parce qu'on doit rapporter de l'argent pour ceux qu'on aime. Donc, l'analyse de l'activité du travail a son développement propre. Et je peux, en me servant des 5 causalités d'Aristote, définir plus précisément cette discipline. Donc, quelle est la cause efficiente du travail? Eh bien, je dirais que c'est l'intelligence humaine d'abord, l'intelligence qui pense le projet, mais qui se réalise évidemment dans un acte de la volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence purement spéculative, c'est plutôt l'esprit humain, c'est-à-dire l'intelligence liée à la volonté qui va passer à l'acte en vue de réaliser l'œuvre. Quelle est la cause formelle? Ça veut dire la définition du travail, ou plutôt, en l'occurrence ici, la cause exemplaire qui motive toute l'activité du travail.
Eh bien, cette cause exemplaire, c'est l'idée-A, le projet artistique que je porte en moi. C'est elle, cette cause exemplaire, qui spécifie ce que sera mon travail, tout son développement et aussi l'œuvre aboutie. Quelle est la cause matérielle? Ça veut dire ce que je transforme, eh bien c'est tout simplement la matière en question que j'utilise et qui peut être, par exemple, l'esprit des étudiants à qui je donne cours, mais qui peut être le marbre avec lequel je vais façonner une statue, qui peut être le fer, le bois, la brique avec lequel je vais faire ma terrasse. Ça, c'est la cause matérielle. Et enfin, quelle est la cause finale de cette activité, qui est portée par la cause exemplaire? Eh bien, je dirais, c'est l'œuvre aboutie. Et la preuve que c'est la cause finale, c'est que quand l'œuvre est aboutie, on la contemple, on s'en réjouit, on l'admire, on est plein de plaisir. Ça veut dire que notre intelligence a atteint son but et qu'elle se repose dans son but. Alors, il existe une autre manière de regarder cette discipline, une manière plus épistémologique. Aristote avait montré que pour distinguer une discipline d'une autre, il y avait, comment dirais-je, une distinction particulièrement utile. Celle qui regardait l'objet matériel de la discipline. Par exemple, la chimie a comme objet matériel cette matière dans son état d'atomes qui peuvent s'unir sous forme de molécules. Et ensuite, il y a la raison formelle, ça veut dire sous quel aspect je regarde cet objet matériel. Si, comment dirais-je, je regarde les atomes qui peuvent s'unir sous forme de molécules en tant qu'elles forment des parfums agréables, eh bien, ce ne sera plus la chimie, ce sera le parfumeur. Mais si je regarde ces atomes qui s'unissent en molécules en vue, comment dirais-je, de fabriquer toutes sortes de molécules nouvelles avec toutes sortes de propriétés inouïes, eh bien je dirais que je suis dans une chimie pratique en l'occurrence ici, puisque je veux aboutir à un résultat concret. Dans le cas de la philosophie de l'art, je dirais que l'objet matériel, la matière de mon étude, ce n'est pas l'œuvre. Non, c'est plus profond que cela. C'est l'homme. C'est l'homme en tant qu'il est capable d'activité artistique. C'est l'homme tout entier que je veux connaître. Je rappelle que je suis en philosophie et que la réalité la plus profonde source de tout que je veux connaître, c'est l'être humain. Seulement, cet homme-là, je ne le regarde pas de n'importe quelle manière, je ne le regarde pas en tant qu'il est vivant, en tant qu'il a un corps qui peut mourir, en tant qu'il existe, ce serait la métaphysique. Je ne le regarde pas en tant qu'il aime ses amis, c'est l'éthique. Je le regarde sous la raison formelle suivante. C'est l'homme en tant qu'il est capable de transformer une matière, quelle qu'elle soit, matière matérielle ou matière spirituelle, matière psychique même. Voilà comment je définirais la philosophie de l'art de manière très précise. Elle est donc bien une discipline particulière, et je vais, dans la prochaine leçon, commencer à étudier ce qu'on pourrait appeler l'activité artistique. Une terminologie plus vaste pour ne pas avoir l'impression de réduire l'activité artistique à la recherche du beau, l'activité humaine du travail.